Alors, on va faire ensemble un commentaire d'arrêt, qui est un arrêt de la première chambre civile du 25 janvier 2009 qu'il a donné à l'examen. Alors, j'ai dû me tromper, ça peut pas être en janvier 2009, parce que je vois pas comment en janvier 2009 il a pu deviner. Donc, soit c'est septembre 2009, soit c'est janvier 2010. À mon avis, c'est plutôt janvier 2010. C'est un arrêt qui est très aimé de la part des professeurs. Il a été souvent donné, que ce soit par Monsieur Molfessi ou d'autres, parce que c'est un arrêt qui est très très pédagogue et très formateur. Et alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de cet arrêt, je vais pas dire que vous aimiez les commentaires d'arrêt, mais bon. Alors, juste une chose, pour bien le faire, il faut avoir d'abord écouté la vidéo sur la preuve. Parce que, en fait, ça ne sert à rien d'arriver d'établir la méthode du commentaire d'arrêt si on ne connaît pas le cours. Parce que le problème, si on ne connaît pas son cours, c'est qu'on ne sait jamais si on a un problème de méthode ou un problème de cours. Donc, si vous n'avez pas encore commencé votre cours, vous arrêtez cette vidéo. Vous regardez la vidéo sur la preuve, vous l'apprenez. Et quand vous la connaissez, alors vous pouvez vous lancer dans le commentaire d'arrêt et c'est là que ce sera efficace. Ok ? Alors, ce document, je vous l'ai mis dans votre document pédagogique. Et puis, je vous l'ai remis aussi ici. Donc, vous commencez par le lire. Première chose, ici, c'est un arrêt ancien. Donc, ce sont des arrêts qui sont courts, tant mieux, rapides. D'accord ? Bon, donc, vous lisez. Et ensuite, il faut que vous fassiez une fiche d'arrêt. Attendez, je reviens. 30 secondes. Alors, pardon. Donc, vous commencez par faire une fiche d'arrêt, c'est l'introduction. Alors, vous le savez, c'est une introduction avec une phrase d'accroche. Peut-être que tout le monde en faisait, mais si d'aventure vous n'en faisiez pas, vous ne commencez pas par le rappel des faits, vous devez, alors, préciser la date de l'arrêt, donc, CIF première, 25 juin 2009, vous ne mettez pas CIF première. Vous faites une phrase avec première chambre civile de la Cour de cassation, 25 janvier 2009. Et vous précisez le thème. Donc vous avez compris que c'était le thème de la preuve. Plus précisément, l'admissibilité de la preuve. Donc essayez de faire une phrase avec ça. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2009, rappelle les règles en matière de preuve. Rappelle les règles en matière d'admissibilité de la preuve. Bon. Ensuite, vous allez à la ligne, vous écrivez en l'espèce, et vous faites votre rappel des faits en essayant de qualifier. Donc là, vous avez des X et des Y. Pas de X et de Y. Donc, en l'espèce, une femme remet de l'argent, on peut mettre le montant, 300 000 francs à un homme, et lui en réclame le remboursement. Ce dernier reconnaît que 100 000 francs lui ont été prêtés, mais il soutient que le reste lui a été donné et il refuse de rembourser. Voilà, ça c'est les faits. Qu'on comprend, qu'on déduit. Maintenant, vous allez à la ligne et vous allez écrire la procédure. Qui saisit le juge et qu'est-ce qu'il demande? La créancière, ou la prétendue créancière, comme vous voulez, la prêteuse ou la prétendue prêteuse, mais ça rajoute. La créancière saisit le juge pour obtenir le remboursement du prêt. Ou la créancière assigne son débiteur en remboursement du prêt. La cour d'appel, ici on ne connaît pas la décision des premiers juges. Très souvent on ne connaît pas la décision des premiers juges, donc on ne la mentionne pas. D'accord? On est simple, on va à la ligne, on écrit la cour d'appel. Ici, comme je vous ai coupé le dispositif, vous ne connaissez pas la date de l'arrêt d'appel, vous ne mentionnez pas. Bon, donc la cour d'appel accueille la demande de remboursement. Elle rappelle que la remise de fonds ne permet pas de prouver qu'il faut les restituer. Ce n'est pas parce qu'on a prouvé que l'on a remis les fonds à quelqu'un que c'est un prêt qu'il faut rembourser. Elle rappelle aussi que c'est au demandeur de prouver l'existence du prêt, puisque le bénéficiaire est possesseur des sommes et qu'il bénéficie donc d'une présomption. La cour d'appel estime alors que le bénéficiaire a remboursé plus que 100 000 francs, alors qu'il a reconnu qu'on lui a prêté 100 000 et qu'il prétend que le reste, c'est un don. Mais il a remboursé plus que 100 000 francs. En outre, il y a une attestation qui permet de conclure qu'il y a bien un prêt de 300 000 francs. On comprend que le débiteur se pourvoit en cassation. Et comme c'est un arrêt de cassation ancien, nous n'avons pas les moyens du pourvoi, on ne les invente pas. Maintenant, il faut aller à la ligne et trouver la question droit. Comment prouver un contrat de prêt?
d'un montant supérieur à 1 500 €? Ou comment prouver un contrat de prêt de 300 000 francs? Ou plutôt, peut-on prouver, c'est toujours mieux d'essayer de poser les questions fermées, auxquelles on répond par oui ou non, peut-on prouver un prêt de 300 000 francs sans preuve écrite? On va à la ligne, on met la réponse de la Cour de cassation, et si on a posé une question fermée, on répond par oui ou non. La Cour de cassation répond à cette question par la négative. Elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1341 et 1347 du Code civil, et elle retient que la preuve de ce contrat incombait à la demanderesse. La preuve de ce contrat de prêt incombait à la demanderesse. Et cette preuve ne pouvait être rapportée que par écrit. La Cour d'appel n'a pas pu admettre un témoignage et des preuves imparfaites sans expliquer au moins s'il y avait un commencement de preuve par écrit. Il aurait fallu un écrit ou au moins un commencement de preuve par écrit pour admettre des preuves imparfaites comme le témoignage, les attestations, etc. Okay. Voilà, donc là, vous avez fait votre fiche d'arrêt, vous avez presque fini votre introduction, il vous restera à annoncer votre plan, mais pour le moment, vous ne pouvez absolument pas annoncer votre plan parce que vous n'avez pas de plan. Là, maintenant, vous allez passer sur votre brouillon, une fois que vous avez fait l'intro, et vous allez commenter. Quand on commente les motifs de la Cour de cassation. Donc, ce qu'il faut, c'est les identifier, savoir où ils sont. D'accord? Si c'est un arrêt récent, c'est le réponse de la Cour. Ici, c'est un arrêt ancien, donc on a le visa, vu les articles 1341 et 1347. Il faut faire attention, c'est un arrêt rendu avant 2016. Donc, le 1341 d'hier, c'est le 1359 d'aujourd'hui. Le 1347 d'hier, c'est le 1361-62. Je pense que si vous avez un arrêt comme ça, il vous le préciserait. D'accord? Il vous préciserait, par exemple, si vous avez aussi 1315, ancien, c'est 1353, nouveau. D'accord? Donc, je pense que si vous aviez un arrêt comme ça, il vous l'écrirait. Faites attention, si vous avez des vieux arrêts, il y a eu un changement de loi sur la question de la preuve, et donc il y a des anciens arrêts, des anciens articles et des nouveaux articles. Mais il vous le préciserait en nota bene. Bon. Donc voilà, là, vous avez les motifs de la Cour de cassation. Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de ce contrat dont la charge pesait sur Madame X ne pouvait être rapportée que par écrit et sans s'être expliquée sur l'existence parmi les éléments retenus d'un commencement de preuve par écrit, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Bon. Donc en fait, on va commenter ça. Et en fait, commenter, c'est critiquer l'arrêt. Et pour le critiquer, en fait, c'est le comparer à son cours. Voilà ce que dit la Cour de casse, voilà ce que dit mon cours. Si c'est la même chose, bravo la Cour de casse. Si c'est pas la même chose, tiens, c'est très bizarre. D'accord? En fait, je vous l'ai dit, un commentaire d'arrêt, ce n'est pas juste une disserte. Vous ne vous dites pas, tiens, c'est un arrêt sur la preuve, je vais disserter sur la preuve. Non. Ce n'est pas non plus une simple explication de texte. La Cour de cassation dit ça, 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 la Cour de cassation dit ça. Non. Si vous faites ça, ce n'est que de la paraphrase. Mais en fait, c'est un mélange des deux. La Cour de cassation dit ça, et mon cours dit ça. La Cour de cassation dit ça, et mon cours dit ça. C'est un subtil mélange entre paraphrase et disserte. Un commentaire d'arrêt, c'est citer, expliquer, ça c'est de la paraphrase, et critiquer, ou comparer à votre cours. Le critiquer, c'est comparer à son cours. Citer, expliquer, comparer à son cours. Citer, expliquer, comparer à son cours. Et en fait, vous devez partir de votre cours et vous dire, tiens, elle dit ça, ça me fait penser à ce morceau-là de mon cours. Tiens, elle dit ça, ça me fait penser... Par exemple, quand elle vous dit commencement de preuve par écrit, vous vous dites, bah très bien, commencement de preuve par écrit, j'expliquerai ce que c'est. Quand elle dit ne pouvait être rapporté que par écrit, j'expliquerai ce que c'est. En fait, vous avez votre cours en tête et vous allez regarder dans les motifs de la Cour de cassation ce qui vous fait penser à des morceaux de votre cours. Et vous découpez. Donc, moi, je vais par exemple découper ce petit morceau de motif en 4. Tant mieux, 4 c'est génial, ça me fera peut-être mes 4 sous-parties. Citation 1. La preuve de ce contrat. Citation 2. Dont la charge pesait sur Madame X. Citation 3. Ne pouvait être rapportée que par un écrit. Citation 4. Sans s'être expliqué sur l'existence parmi les éléments retenus d'un commencement de preuve par écrit. Voilà, j'ai bien découpé en 4. Et maintenant, je vais commenter. Citation 1. La Cour de cassation évoque la preuve de ce contrat.
J'explique le sens, j'explique. J'ai cité, j'explique. En parlant de la preuve de ce contrat, la Cour de cassation nous explique ici ce qu'il fallait prouver. Elle nous explique quel était l'objet de la preuve. Et là, je fais défiler tout mon cours sur l'objet de la preuve. L'objet de la preuve, c'est la réponse à la question. Là, je critique, et je n'ai que des critiques positives. Donc là, je vais réciter mon cours. L'objet de la preuve, c'est la réponse à la question « Que faut-il prouver devant le juge ?» L'article 9 du Code de procédure civile précise qu'il faut prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si vous connaissez bien votre cours, vous voyez que je fais un copier-coller. Ça veut dire qu'il faut prouver les faits, et pas la règle de droit. Évidemment, il n'est pas nécessaire de prouver que quand on a emprunté, on doit le rembourser. Ça n'est pas nécessaire, ce n'est pas ça qu'il faut prouver. Bon. On ne prouve que les faits, pas la règle de droit. Parmi les faits, on ne prouve que les faits pertinents, c'est-à-dire ceux qui ont un lien avec le litige. Et on ne prouve que les faits qui sont contestés par l'adversaire. Ce que l'adversaire ne conteste pas, ce que l'adversaire ne nie pas, ce qu'il ne remet pas en cause, on n'a pas à le prouver. Par exemple, en l'espèce, l'adversaire ne conteste pas du tout qu'on lui a remis 300 000 francs. Il n'est pas nécessaire de prouver la remise de fonds de 300 000 francs. L'adversaire ne nie pas que 100 000 euros sont un prêt. Donc, les premiers 100 000 euros, on n'a pas besoin de prouver. En revanche, l'adversaire conteste que le surplus 200 000 est un prêt. C'est ça qu'il faut prouver. Qu'elle avait prêté en tout 300 000. C'est ça l'objet de la preuve. Prouver le contrat de prêt d'un montant de 300 000. Parce que le prêt de 100 000 était reconnu, le prêt de 300 000 n'était pas reconnu. Donc c'est ça qu'il faut prouver. Et vous expliquez que parmi les différents faits, on distingue les faits juridiques, article 1100-1, ce sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des conséquences juridiques, et les actes juridiques, ce sont des manifestations de volonté en vue de produire des effets de droit, article 1100-2 en l'espèce. Il s'agit de prouver un prêt, c'est donc un acte juridique. L'objet de la preuve consiste ici en prouvant à prouver un acte juridique. Vous voyez ? Je ne fais pas que de la récitation de cours. Vous réécouterez bien ce que je dis. Je récite mon cours, mais je dis en l'espèce, ici. Donc en fait, je fais un va-et-vient permanent entre mon cours et l'arrêt. Pour vous rendre compte de ce que c'est qu'un commentaire d'arrêt, il faudrait que vous écriviez de plusieurs couleurs. Chaque fois que vous parlez de l'arrêt, quand vous le citez, quand vous l'expliquez, vous écrivez en rouge. Chaque fois que vous parlez de votre cours, vous l'écrivez en bleu. Chaque fois que vous revenez à l'arrêt, vous l'écrivez en rouge. Et vous vous dites, si j'ai une forme d'alternance entre du rouge et du bleu, c'est bon. Si j'ai que du rouge, paraphrase. Si j'ai que du bleu, dissertation. Si j'ai du rouge et du bleu, un peu dans chacune de mes sous-parties, c'est bon. Pensez à l'essuie-glace. Je vais parler du cours, je vais parler de l'arrêt. C'est cette confrontation entre l'arrêt et le cours qui fait que vous êtes dans un commentaire. Citation 2, je recommence. Dont la charge pesait sur Madame X. Donc si vous voulez, j'écrirai ça en rouge. Évidemment pas sur ma copie, mais j'écrirai ça en rouge. Dont la charge pesait sur Madame X. J'explique. J'écris donc toujours en rouge. La Cour de cassation rappelle maintenant que c'est au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du prêt de 300 000. La Cour de cassation évoque ici la charge de la preuve. Elle évoque ici la charge de la preuve. Elle précise sur qui pèse la charge de la preuve. Ok, donc là j'ai écrit à peu près 2-3 lignes en rouge. Maintenant, je commente, je n'ai que des critiques positives. Effectivement, il est parfaitement logique que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, pour 2 raisons. Première raison, article 1353, alinéa 1. Cet article, et là je récite mon cours, là j'écris en bleu, cet article prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C'est l'application de l'adage actori incumbit probatio. Celui qui réclame 5 000 euros doit prouver pourquoi on lui doit 5 000 euros. C'est normal, c'est celui qui dérange l'ordre établi qui doit rapporter la preuve. Et vous pouvez citer l'arrêt que vous aviez dans votre fiche. Alors, je vais vous le retrouver parce que je ne l'ai pas noté tout de suite sur moi. Je vous le donne dans un instant. Mais c'est vraiment un copier-coller de mon cours. Vous savez, l'arrêt c'est de 2023, mais je vais le retrouver, c'est encore mieux.
CIV première, 21 septembre 2023, sur l'histoire de l'assureur. Pour illustrer votre propos, vous rappelez votre cours. La solution est parfaitement logique parce que c'est normal que ce soit celui qui réclame qui prouve, c'est lui qui dérange l'ordre établi. À l'inverse, l'adversaire ne réclame rien, il n'a rien à prouver. Donc là, j'ai écrit tout ça en bleu. Donc en l'espèce, c'est Madame X, c'est la demanderesse qui réclame le remboursement. L'adversaire ne réclame rien. C'est donc elle qui se prétend créancière, c'est elle qui doit prouver. C'est parfaitement logique. Ensuite, deuxième argument. En outre, le défendeur ici bénéficie d'une présomption. Et là, vous expliquez ce que c'est qu'une présomption. Une présomption, c'est une dispense de preuve. C'est lorsque la loi considère que certains faits sont certains et qu'il n'est pas la peine de les prouver. Par exemple, l'article 2276 présume que quand on est possesseur, on est propriétaire. On n'a donc jamais à prouver qu'on est propriétaire si on a la chose entre les mains. J'ai écrit ça en bleu. D'accord ? Tout ça, c'est l'article 1354 qui prévoit les présomptions. En l'espèce, j'écris en rouge. En l'espèce, c'est ce que nous dit la Cour d'appel. Ici, qui a l'argent sur son compte ? C'est le défendeur. C'est lui qui est possesseur des sommes. En tant que possesseur, il est présumé propriétaire, donc lui n'a rien à prouver. Conséquence, comme le dit très justement la Cour de cassation, la charge de la preuve pesait bien sur Madame X. Voyez ? Mon cours, l'arrêt. Mon cours, l'arrêt. Citation 3. Ne pouvait être rapportée que par écrit. Donc la citation 3, là, je l'écris en rouge. Ensuite, j'explique. La Cour de cassation, toujours en rouge, nous précise comment prouver ce prêt de 300 000 francs. Et elle nous dit qu'il aurait fallu une preuve écrite. La Cour de cassation nous rappelle ici les règles d'admissibilité de la preuve. Là, c'est de la paraphrase. J'explique avec mes mots. J'explique l'arrêt, j'écris en rouge. Enfin, j'écris en rouge pas sur la copie, mais c'est pour que vous le fassiez en rouge et que vous vous rendiez compte ensuite qu'il y a une alternance entre le rouge et le bleu. Maintenant, je compare à mon cours. Là, je récite mon cours, j'écris en bleu. C'est parfaitement logique. C'est l'application classique de l'ancien article 1341 qui aujourd'hui est devenu l'article 1359. La loi exige en effet que pour prouver un acte juridique supérieur à 1 500 €, les parties apportent une preuve écrite parfaite. Une preuve écrite parfaite, ça peut être par exemple un acte authentique, rédigé par un officier public, ou un acte sous signature privée. Mais dans ces cas-là, si c'est un acte synallagmatique, il faut remplir les formalités de l'article 1375. Double exemplaire, signature des 2 exemplaires, mention du double exemplaire. Si c'est un acte unilatéral, il faut mentionner, il faut la signature de celui qui s'engage et la mention en chiffres et en lettres, article 1376. Éventuellement une copie, si elle est fiable, elle aura la même force que l'original. Mais en tout cas, pour prouver un acte juridique supérieur à 1 500 €, il faut une preuve écrite. Pourquoi ? Parce qu'en matière d'acte juridique, il est facile de se préconstituer une preuve, puisque c'est une manifestation de volonté. Et surtout, au-delà d'une certaine somme, la prudence impose de rapporter un écrit. La loi exige une preuve objective. C'est la seule preuve admissible. Voilà, là j'ai récité mon cours. Je reviens à mon arrêt. En l'espèce, il s'agit de prouver un acte juridique supérieur à 1 500 € puisqu'on est à un contrat de prêt de 300 000 francs. On est au-delà de 1 500 €. Il fallait un écrit parfait. Elle n'en a pas. C'est pour ça que la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en lui disant « Mais il n'y a pas d'écrit. Elle ne peut pas prouver. Comment as-tu pu condamner le défendeur en disant que le prêt est prouvé alors qu'il n'y a pas d'écrit ? Il en fallait un. » Citation 4. Sans s'être expliqué sur l'existence, parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit. J'explique. La Cour de cassation explique qu'il y aurait pu y avoir une exception. On aurait pu admettre une preuve libre, c'est-à-dire une preuve par attestation, par présomption, tirée de oui, alors il dit que c'est un prêt jusqu'à 100 000, mais il a remboursé plus. On aurait pu admettre ces preuves qui sont des preuves imparfaites. Mais il aurait fallu qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. Donc la Cour de cassation nous rappelle que pour prouver un écrit supérieur, pour prouver un acte juridique supérieur à 1 500 €, on peut le faire par tout moyen, mais à condition de caractériser l'existence d'un commencement de preuve par écrit.
Le commencement de preuve par écrit permet de prouver par tout moyen, selon la Cour de cassation. Et c'est pour ça qu'elle casse au visa de l'article 1347, qui est l'ancien article sur le commencement de preuve par écrit. Et là, je défile mon cours. Je défile mon cours sur le commencement de preuve par écrit, effectivement. Si la loi exige un écrit au-delà de 1 500 €, elle prévoit des exceptions, et notamment en présence d'un commencement de preuve par écrit. Le commencement de preuve par écrit, là je fais défiler mon cours, c'est un acte écrit, mais qui ne remplit pas toutes les conditions pour être une preuve parfaite. C'est un acte qui émane du défendeur. Soit il l'a écrit, soit il l'a signé. C'est surtout un acte qui rend vraisemblable le fait allégué, crédible. Si on a un tel commencement de preuve par écrit, alors seulement on peut prouver par tout moyen, notamment par des témoignages, c'est-à-dire la déclaration d'un tiers à un procès, article 1381, qui peut notamment prendre la forme d'une attestation. On peut aussi prouver par présomption, c'est-à-dire par indice, article 1382. Voilà, j'ai récité mon cours, en l'espèce. En l'espèce, la Cour d'appel, elle nous dit « oui, il y a une attestation, oui, il a dit des choses peu crédibles ». Donc la Cour d'appel, elle fait référence à des preuves imparfaites, attestation, c'est témoignage, mais elle ne peut pas le faire si elle ne nous a pas dit avant qu'il y avait un commencement de preuve par écrit. C'est pour ça qu'elle est cassée. La Cour de cassation a parfaitement raison. Maintenant, on peut faire une critique négative. Il y avait peut-être une autre exception. Il n'y a pas que le commencement de preuve par écrit. Il y a d'autres cas dans lesquels on peut prouver par tout moyen. La Cour de cassation nous dit juste le commencement de preuve par écrit. Il y en a d'autres. Entre commerçants. Bon, mais là, il n'était pas du tout commerçant. Mais surtout, en présence d'une impossibilité de rapporter un écrit, article 1360. Notamment en cas d'impossibilité morale. Parfois, quand on conclut un contrat avec une personne très proche, une personne de sa famille ou une personne de ses amis, il est difficile, sinon impossible, d'exiger de cette personne la rédaction d'un écrit. Le législateur en tient compte, à l'impossible nul n'est tenu. Et dans ces cas-là, si on prouve cette impossibilité morale, alors on peut prouver par tout moyen. Ici, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que, prétendant avoir prêté à monsieur Alain X la somme de 300 000 francs, madame Y, veuve X. Ils ont le même nom de famille. Ils sont peut-être de la même famille. Peut-être donc qu'il y avait une impossibilité morale. Pourquoi la Cour de cassation ne mentionne que le commencement de preuve par écrit? Elle aurait dû casser l'arrêt d'appel en disant « Tu ne m'as pas dit qu'il y avait de commencement de preuve par écrit » ou une éventuelle impossibilité morale. C'est une autre exception qui aurait peut-être été envisageable. C'est curieux que la Cour de cassation ne l'ait pas mentionné. Voilà. Là, nous avons étudié l'arrêt. Est-ce que vous comprenez, si vous réécoutez tout, que j'ai pris l'arrêt, je l'ai expliqué, j'ai confronté à mon cours et j'ai dit elle a raison ou elle a tort. J'ai pris l'arrêt, je l'ai expliqué, j'ai confronté à mon cours et j'ai dit elle a raison ou elle a tort. En fait, le principe, c'est voilà ce que dit la Cour de cassation, je vais chercher le petit morceau de cours auquel ça correspond, je le colle, et ensuite je dis bah c'est pareil ou c'est pas pareil, quoi. Si c'est pareil, bravo, si c'est pas pareil, bizarre. C'est pas dur un commentaire d'arrêt quand on a cette méthode. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut faire un plan. Il faut faire un plan et j'ai 4 citations là, ça va être bien, je recherche un plan. Je mets d'abord mes sous-parties, d'accord? Je vais d'abord mettre le nom de mes sous-parties en essayant d'être le plus simple possible. Ma citation 1, c'est, vous vous souvenez, la Cour de cassation rappelle quel est l'objet de la preuve. Alors, soit j'aurais pu faire grand A, l'objet de la preuve, soit je dis, voilà, la preuve du prêt. Ensuite, dans le grand B, la Cour de cassation considère que c'est au demandeur de prouver. La preuve par le demandeur. Ou la charge de la preuve. Et donc, du coup, une fois que j'ai trouvé mes noms de 2 sous-parties, je peux trouver le nom de ma partie. La preuve du prêt par le demandeur. Et mon chapeau serait très facile à faire. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la preuve du prêt, entre parenthèses grand A, incombe au demandeur, entre parenthèses grand B. Quand le plan est bien fait, les chapeaux viennent tout seuls. Ensuite, dans le grand 2, la citation 3, il faut un écrit. Bah, l'exigence d'un écrit. Et la citation 4, sauf s'il y a un commencement de preuve par écrit. Bon, l'absence de commencement de preuve par écrit. Donc, grand 2, la preuve du prêt par un écrit. Le principe, il faut un écrit. Ici, il n'y avait pas de commencement de preuve, donc il fallait un écrit.
Et du coup, j'annoncerai mon plan très facilement. Vous n'oubliez pas, hein, une fois que vous avez fait votre plan, vous allez terminer votre intro en annonçant votre plan. La Cour de cassation, dans notre arrêt, rappelle que la preuve du prêt doit être rapportée par le demandeur, entre parenthèses, grand 1, et qu'elle doit être rapportée par écrit, entre parenthèses, grand 2. Voilà, et maintenant vous rédigez. Grand A, la preuve du prêt. Je vous le rédige, d'accord? Je vous le rédige. Juste le A. Grand A, la preuve du prêt. Alors, la Cour de cassation retient que... attendez, je reprends la formule. La Cour de cassation évoque la preuve de ce contrat. Elle commence ses motifs en évoquant la preuve de ce contrat. Ce faisant, la Cour de cassation nous explique ce qu'il fallait prouver. Elle évoque ici la question de l'objet de la preuve. Et elle souligne que c'est le prêt qui devait être prouvé. C'est parfaitement logique. La première question à se poser, c'est toujours la question de l'objet de la preuve. La question « que faut-il prouver devant le juge ?» Et c'est l'article 9 du Code de procédure civile qui répond à cette question en soulignant qu'il faut prouver les faits pertinents et contestés. Cela implique de prouver les faits et certainement pas le droit. Le droit, nul n'est censé l'ignorer, le juge au premier chef. Donc il n'est pas nécessaire, par exemple, de prouver qu'on doit rembourser un prêt. Ça n'est pas nécessaire, c'est la loi. Il faut prouver en revanche les faits. Mais attention, pas tous les faits. Seulement les faits pertinents, ceux qui ont un lien avec le litige, et enfin les faits qui sont contestés. C'est-à-dire les faits que l'adversaire remet en cause. Ce que l'adversaire ne conteste pas, ce que l'adversaire ne dit pas, n'a pas à être prouvé. Or, en l'espèce, l'adversaire ne conteste pas le fait que les 300 000 francs lui ont été remis. Il n'est donc pas nécessaire de prouver la remise des fonds. En revanche, ce qui est contesté, c'est le prêt. Il reconnaît qu'il y a un prêt de 100 000, mais il ne reconnaît pas le prêt de 300 000. C'est donc ça qui doit être prouvé, comme le dit la Cour de cassation. Il faut prouver le prêt d'un montant de 300 000. Reste à savoir, je fais une petite transition, qui doit le prouver? Grand B. La preuve par le demandeur. Allez, je continue, je vous fais le deuxième. La Cour de cassation retient que, je cite, la charge pesait sur Madame X. Après nous avoir précisé ce qu'il fallait prouver, la Cour de cassation nous explique qui doit le prouver. C'est-à-dire qu'elle mentionne maintenant la charge de la preuve, le risque de la preuve. Et j'explique. Et elle estime que c'est à la demanderesse, Madame X, de prouver, ce qui est parfaitement normal. En effet, l'article 1353 du Code civil, alinéa 1, prévoit que... celui qui se prétend titulaire d'un droit doit l'établir, doit le prouver. Ce n'est rien d'autre que l'application du vieil adage latin « actori incumbit probatio », la preuve pèse sur le demandeur. Cette solution elle est parfaitement logique puisque c'est celui qui réclame quelque chose qui doit prouver. C'est celui qui dérange l'ordre établi qui doit prouver. Il ne serait absolument pas normal que celui qui ne réclame rien voit peser sur lui la charge de la preuve. C'est d'ailleurs ce que rappelle, et j'ai plus la date en tête, mais l'arrêt 2023 sur l'assuré. C'est l'assuré qui réclame une indemnité d'assurance, c'est lui qui prouve. Vous mettrez la date en entier. Mais en outre, donc en l'espèce, le défendeur ne réclame rien. C'est la demanderesse qui réclame le remboursement. C'est donc logiquement elle qui doit prouver. En outre, parfois la loi établit des présomptions. C'est l'article 1354. Une présomption, c'est une dispense de preuve, lorsque la loi considère que des faits sont certains, qu'ils n'ont donc pas à être prouvés. C'est une dispense de preuve. Or, article 2276, la loi présume que quand on est possesseur, on est présumé propriétaire. On n'a jamais à prouver qu'on est propriétaire. Or, en l'espèce, c'est le défendeur qui a les sommes sur son compte, c'est lui qui possède l'argent. Il est présumé propriétaire, donc il n'a pas à prouver qu'il est propriétaire, il n'a pas à prouver qu'on les lui a donnés. Bref, comme le dit justement la Cour de cassation, c'est à Madame X de prouver qu'on lui doit 300 000 francs. Reste à savoir comment. Et là, c'est la transition vers le grand 2. Voyez ? Et si vous avez le courage, vous réécrivez tout en mettant du rouge à chaque fois et du bleu. Pâle sur votre copie, bien sûr, mais pour que vous voyez, à chaque fois que je dis en l'espèce, à chaque fois que je dis dans notre arrêt la Cour de cassation, j'écris en rouge. Pour que vous voyez que normalement, il y a du bleu, du court, et des taches de court, et des taches de rouge.
pour que je ne sois pas dans la dissertation, que du bleu, que du bleu, que du bleu, mais que je ne sois pas que dans la paraphrase, que du rouge, que du rouge, que du rouge. Voilà pour cet exemple. Apprenez-le bien parce qu'il aime bien ce genre d'arrêt. On en refera un peu similaire et vous vous rendrez compte que c'est toujours la même chose. En première année, on n'attendra pas de vous des choses extraordinaires, mais si vous faites ça, c'est 18. C'est pas dur. Et surtout, comprenez que ne vous dites pas « mais je m'en fous, moi le commentaire d'arrêt, je le prendrai pas ». Si, parce que si vous avez une dissertation du style « la jurisprudence aujourd'hui » qui a déjà été donnée en cours, ils vont noter super sévèrement. Parce qu'ils se disent « ça, on l'a fait en cours ». Alors que le commentaire d'arrêt, mais il y a une vraie souplesse, et du coup les notes, elles peuvent monter très haut dès lors qu'on a compris la méthode. Donc vraiment, dites-vous que si vous avez un sujet comme celui-là, c'est beaucoup plus facile que de prendre la disserte. Donc je veux que vous vous prépariez pour les deux. On préparera bien sûr plein de dissertations. Mais je veux que vous soyez prêts aussi à prendre un commentaire d'arrêt si c'est sur la preuve, si c'est sur la loyauté parce qu'on va en faire. Voilà, il y a quelques thèmes qui sont sujets à commentaire d'arrêt, je ne veux pas que vous ayez peur. Au contraire, prime de risque, vous serez super bien noté. Ok ? Bon bah écoutez, bon courage, et pour le reste, on se voit au stage, en distanciel bien sûr, mais là ce sera pas préenregistré, et si vous avez des questions sur ces vidéos, vous n'hésiterez pas à me les poser. Au revoir.